Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Toujours en direct sur Radio Anthropocène du collège Truffaut dans le 1er arrondissement de Lyon. Et on se retrouve toutes et tous pour une conversation avec Jorge Sosa. Bonjour Jorge. Bonjour, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la philosophe brésilienne Débora Danowski et l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro. Madame, vous êtes philosophe, professeur émérite à l'université PUC Rio, spécialisée dans la métaphysique moderne. Au cours des 2 dernières décennies, vous êtes devenue l'une des principales théoriciennes du Brésil de la catastrophe climatique et une militante de la cause de la Terre. Vous avez publié notamment L'arrêt du monde avec Viveiros de Castro et vous avez aussi publié La pluie efface tous les faits, essai de philosophie en 2024. Eduardo Viveiros de Castro, vous êtes professeur d'anthropologie sociale à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Vous avez été aussi cher Simon Bolivar d'études latino-américaines à l'Université de Cambridge. Directeur de recherche CNRS, professeur invité dans l'Université de Chicago, à Manchester, à Sao Paulo, docteur honoris causa à l'Université de Nanterre et de l'Université nationale de Cordoba en Argentine. Parmi les œuvres que vous avez publiées, il y a, je mentionne très vite, Enemy's Point of View, Humanity and Divinity in Amazonian Society. Il y a une publication en français, un livre que j'ai conseillé énormément, Métaphysique cannibale, The Relative Native aussi, The End of the World avec votre compagne Débora Danowski et récemment Floresta de Cristal, je ne me trompe pas. Alors, je voulais commencer cette conversation parce que l'idée, c'est, je pense, discuter de manière très, très souple sur des questions qui sont peut-être très profondes et très importantes. Je voulais démarrer cette conversation avec une citation d'une petite conférence faite par Ailton Krenak, activiste et écrivain de la communauté Krenak de Minas Gerais au Brésil, qui a pour titre « Idée pour retarder la fin du monde ». Alors, je cite, « En 2018, quand nous étions sur le point d'être agressés par une situation nouvelle au Brésil, nombreux sont ceux qui m'ont demandé comment les Indiens vont-ils pouvoir faire face à tout cela. Je leur répondais simplement, cela fait 500 ans que les Indiens résistent. À cet instant, ce qui me préoccupe davantage, ce sont les Blancs. Comment eux vont-ils faire pour s'en sortir. Nous avons résisté en élargissant le champ de notre subjectivité et en refusant cette idée selon laquelle nous sommes tous pareils. Alors, ces citations, à mon avis, soulèvent un point essentiel qui peut-être peut orienter notre discussion, à savoir que bien au-delà de cette image des peuples survivants du passé qui ont besoin de nous et de nos institutions pour exister, ils sont peut-être mieux préparés que nous pour le monde à venir. Donc, la question serait quelle image nous donnent ces peuples survivants sur notre monde à venir? Je vous laisse répondre. Bon, effectivement, quand on parle, maintenant tout le monde parle de la fin du monde, ou plutôt des mondes, serait plus exact. On oublie toujours que pour le peuple indigène des Amériques, leur monde a fini il y a 5 siècles. Et que néanmoins, ils ont résisté. Ils sont encore là. C'est-à-dire qu'on voit que c'est possible vivre après la fin du monde. Sinon, après la fin d'un monde. Parce que le monde qu'ils vivent maintenant, c'est le monde des Blancs. Ils tâchent de trouver un espace de résistance à l'intérieur de ce monde qui est maintenant un monde de Blancs, un monde du capital. Et donc, ils nous donnent une leçon, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que vivre dans un monde qui n'est plus le vôtre. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde étranger, un monde qui a été envahi par une puissance étrangère complètement inconnue et qui a acculé nos peuples
à vivre dans des espaces restreints. Je compare toujours la situation des Amériques à comme si ce qui est d'ailleurs semblable à ce qu'on peut dire sur la catastrophe climatique. On peut imaginer les Amériques comme étant un continent ethnique, peuplé pour des peuples indigènes, de centaines de milliers de peuples indigènes, mais qui a été envahi par une sorte d'océan blanc, qui a de la montée des océans, c'est un peu de la montée de l'océan blanc qui n'a laissé finalement que quelques îles d'indigénité qui résistent, parce que l'océan blanc a tout envahi et il continue de monter et les îles continuent de diminuer. Et donc c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que cet océan est très homogène, parce qu'il est homogène au point de vue économique, c'est le capitalisme, au point de vue religieux, c'est le christianisme, et au point de vue politique, c'est l'État-nation. Et il ne faut pas oublier que l'Amazonie, comme partie de l'Amérique, une des parties les plus grandes du continent sud-américain, appartient le territoire d'Amazonie appartient à 9 États-nations. Le Brésil, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Suriname et, surprise, la France. La France est un pays amazonien. Donc, il faut quand même se rendre compte que la France est un pays amazonien. Donc, quand on parle d'Amazonie en France, il faut dire, oui, l'Amazonie, ben voilà, nous y sommes. C'est-à-dire, nous sommes aussi responsables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Absolument. Et là, vous avez évoqué deux mots qui, à mon avis, sont intéressants. Le premier, c'est la question de la fin du monde. Et la deuxième, c'est nous. Le mot nous, à mon avis, qui, selon votre texte, qui s'appelle... j'ai fait la traduction au français, mais parce qu'il n'a pas encore été traduit au français. Donc je me permets. Le livre s'appelle « Y a-t-il un monde à venir ?» Dans ces livres, vous explorez la prolifération récente des visions autour de la fin du monde, suscitées par des crises civilisationnelles, écologiques actuelles. D'une manière très perspicace, à mon avis, vous analysez et comparez des films comme Mélancolia de Lars von Trier ou Le Cheval de Turin de Béla Tarr, des romans comme The Road de Cormac McCarthy, des courants de pensée occidentaux tels que l'accélérationnisme ou le réalisme spéculatif, ainsi que des concepts comme l'anthropocène, Gaïa et bien évidemment des cosmologies amérindiennes. Vous articulez cette réflexion à partir d'une formule très forte. La fin du monde est une séparation entre nous et le monde. Donc je voudrais en savoir un peu plus sur cette formulation qui, à mon avis, est très efficace pour cette discussion. Quand vous voulez. Oui, merci, Jorge. C'est un plaisir d'être ici, à la radio Anthropocène, que je ne connaissais pas. Oui, c'est vrai, dans ce livre, y a-t-il, disons en français, il y a un article qui s'appelle L'arrêt du monde, dans le livre d'Émilie H. Mais ce n'est pas publié comme un livre. Mais ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, c'était d'analyser à partir de la formule fin du monde, passer à la relation entre nous et le monde, ou si on veut les gens, les peuples, le sujet, n'importe quoi, et le monde. Et il faut comprendre que les deux termes qui sont en relation, complètement étroite, disons, peuvent se comprendre de plusieurs manières. Ceci dit, ce que nous analysons dans le livre, c'est comment la séparation qui est en train de se faire maintenant, de nos jours, entre le sujet, ou le nous, et le monde, comment elle est pensée, comment elle est imaginée. Alors, on a pensé, bon, il
faut pas rentrer dans les détails, mais elle peut être pensée dans le passé. La séparation entre ces deux termes peut avoir déjà arrivé dans un passé proche, ou un passé lointain, ou sinon elle peut arriver dans le futur. Et cela aussi, ou bien d'une manière repentina, directe, rapide, soudaine, ou bien gradativement. Alors, c'est ce que... Et cela aussi, ça se complique encore plus, parce que ces 4 modes, disons, d'imagination, ou d'imaginer la fin de cette relation, la fin du monde, ou la fin de nous, et le monde, si le monde continue et nous subissons une transformation telle qu'on peut dire que nous disparaissions. Sinon, on peut aussi penser que, et c'est ce qui arrive, tout cela peut être imaginé ou bien dans un mode, disons, optimiste, gai, ou bien dans un mode pessimiste. Ça veut dire que la perte de cette relation est mauvaise et enfin, on ne la veut pas. Ok. Et dans cette formulation, je voulais insister parce qu'il me semble très intéressant. Vous dédiez des paragraphes sur la réflexion de qui occupe la place de ces nous. Parce qu'on parle de nous, mais qui est ces nous pour lequel le monde est le monde ou pour lequel le monde prend fin? Oui, dans le livre que vous avez cité d'Ailton Krenak, Les idées pour retarder la fin du monde, il a une question qu'il pose au tout début du livre, où il se demande, sommes-nous vraiment une humanité? Alors la question c'est nous. Nous qui? Qui nous? Parce que, il parle de, sommes-nous vraiment une humanité au sens de une humanité, au sens unitaire, ou ça veut dire, est-ce que nous sommes une chose qui s'appelle l'humanité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une chose qui s'appelle l'humanité? Ce sont 2 façons d'interpréter ce une humanité. Et ces deux formes engagent de réponses différentes. De toute façon, quand Ailton Krenak, qui est en indigène, demande, sommes-nous vraiment une humanité? Il se demande, mais nous qui? Nous les Blancs, je ne suis pas blanc. Nous, vous les Blancs, sont une humanité comme nous. Nous sommes la même humanité, nous et vous. Ou nous sommes des humanités différentes, qu'il faut quand même qu'elles s'entendent, puisque nous sommes une seule espèce. Mais peut-être que nous sommes une seule espèce, mais nous formons de plusieurs humanités différentes. C'est-à-dire, l'espèce n'est pas forcément la même chose que l'humanité. Par contre, qui est en danger vis-à-vis de la catastrophe, par rapport à la catastrophe écologique? C'est toutes les humanités sont en danger, de façon différente, à des rythmes variables, mais elles sont toutes ces humanités différentes, toutes ces cultures, tous ces peuples sont également, disons, en danger parce nous sommes en contradiction avec la Terre. C'est ça la question. C'est-à-dire l'espèce, apparemment, évidemment, ayant comme avant-garde les Blancs, comme l'avant-garde de l'espèce en termes de puissance catastrophisante, la question c'est que l'espèce semble être en contradiction avec la Terre. Et être en contradiction avec la Terre, ça signifie perdre, puisqu'on ne peut pas vaincre un combat avec la planète. Ça, on va toujours perdre. La planète va rester et nos mondes vont disparaître. Certains de ces mondes vont disparaître. Peut-être que les mondes qui vont rester, ce sont les mondes semblables aux mondes indigènes, puisqu'ils sont peut-être mieux préparés que nous à vivre dans des mondes dévastés, à des mondes ruinés, comme leurs mondes ont été par le nôtre. Donc peut-être que le futur, les indigènes ne sont pas une image du passé, ils sont au contraire une image du futur. Et donc, il vaut mieux s'inspirer dans leur exemple de vivre parmi les ruines, comme disait Anna Tsing,
Et donc, pas forcément copier leur façon de vivre, mais disons, prendre acte de ce qui leur est arrivé et voir qu'est-ce qu'on va faire, nous, que maintenant nous sommes tous des indigènes. Comme disons, nous sommes tous des réfugiés du climat, nous sommes tous aussi des indigènes, au sens que nous sommes nous avons tous été envahis par nous-mêmes. Et c'est ça la question. C'est comme si nous avions été envahis par nous-mêmes et maintenant nous sommes en même temps le colonisateur et le colonisé. Nous avons été en fait colonisés par nous-mêmes. C'est ça notre tragédie comme blanc, disons. Exactement. Merci. Et je voulais aller dans ce sens cette idée de l'Amazonie. Justement, je pense que je parle d'idées, mais parce qu'on a une image qu'on s'est fait de l'Amazonie. L'Amazonie comme une forêt vierge, l'Amazonie peut-être comme un paradis sauvage, mais qui a en effet été le résultat des pratiques issues de différentes cultures. Dans l'exposition qui a lieu en ce moment au CCCB, au Centre Culture Contemporaine de Barcelone, qui s'appelle les Amazonias, les futurs ancestrales. Et là, on met en avant cette idée qu'en effet, à partir des recherches scientifiques qui ont été faites il n'y a pas très longtemps avec des technologies LIDAR, notamment en archéologie, on se rend compte en fait que depuis 13 000 ans, il y a des humains, des habitants humains, porteurs de diverses cosmovisions dans la région qui ont développé des technologies adaptées à leur écosystème. Et donc cette Amazonie qu'on voit et sur laquelle on projette cette idée de sauvage, de vierge, en fait, c'est pour nous, on pourrait dire, il s'agit plutôt qu'un wilderness, c'est plutôt un jardin aménagé par plusieurs cosmovisions. Donc, en quoi peut ça remettre en question un peu les idées des natures, des cultures et techniques qu'on a ici depuis l'Occident. Voilà. Oui, j'aime penser que les techniques comme par exemple, Eduardo a parlé de les humains quels humains? Oui, ça c'est vrai. Il y a plusieurs, disons, genres ou peuples, ou cosmovisions qui peuvent être ramenés au terme humain. Mais il y a aussi... J'ai oublié. Qu'est-ce que tu... de la technique, on parle de la culture. J'aime aussi penser que le mot technique peut être décliné de plusieurs façons. Mm-hmm. Par exemple, le concept de géo-ingénierie est une grande technique, disons, une technique avec un T majuscule. C'est une technique qui dépend du financement, de gros financements de l'État, des grands pouvoirs, disons, et qui sont établis de haut en bas, toujours, et sans prendre en compte les spécificités locales des lieux où ces techniques seront appliquées, disons. Mais il y a aussi des techniques avec un T minuscule, disons, qui sont les techniques des peuples, sont par exemple les techniques qui ont fait de l'Amazonie ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire la sélection des espèces, de plusieurs espèces, faites durant des milliers d'années par des peuples indigènes, des peuples de la forêt. Mais il y a aussi les façons dont les peuples peuvent s'utiliser pour vivre dans le désert, ou pour vivre près des rivières, ou pour vivre même dans les villes, les grandes villes. Oui. Parce que, enfin, ce sont des techniques plurielles et différentes dans chaque monde qui existe dans ce monde, avec un même
majuscule, disons. Et oui, en fait, c'est très intéressant parce que ça fait écho, je trouve, avec cette phrase de philosophe chinois Yu Kui. Il dit il n'y a jamais eu une seule technique, mais bien des multiples cosmotechniques, c'est-à-dire multiples façons d'imaginer le monde par la technique. Donc, il y a cette idée aussi, peut-être, qui est de l'Amazonie aussi, comme la matérialisation, justement, de plusieurs mondes qui ont lieu à partir de la technique dans ces territoires. Oui, effectivement. L'Amazonie qu'on voit aujourd'hui est en fait une prouesse technique de peuples indigènes qui l'ont occupée depuis 15 siècles au moins. Et donc qui ont en même temps façonné la forêt et ont été façonnés par la forêt. C'est-à-dire c'est un processus où les deux parties, le nous et le monde, dans ce cas particulier, ont été en fait, se sont faits réciproquement. Et ils ont, à la mesure qu'ils ont occupé l'Amazonie, ils ont développé de façons de convivence avec la forêt. Ils ont changé, en fait, comment dire ça, les espèces arboricoles, les espèces, la faune et la flore a été modifiée par l'action humaine d'une façon que favorise la société humaine, qui favorise l'humanité. C'est-à-dire que la forêt a été modifiée d'une façon qui, en même temps, est favorable à la vie humaine telle qu'elle était vécue selon les coutumes indigènes, et en même temps, elle a été, comme on sait, plus de 15% de la forêt amazonienne est en fait, comme on dit, anthropogénique, enfin, anthropique. C'est-à-dire qu'elle a été modifiée. Et plus de 15%, ce qu'on sait, en fait, ce qu'on a déjà établi. Probablement, c'est plus que ça. Il y a des portions énormes du sol amazonien qui s'appellent la terre noire, c'est-à-dire une terre qui est le produit par de déchets, d'occupation et tout ça, et qui est beaucoup plus fertile que les régions qui ne sont pas humanisées. C'est-à-dire c'est une forêt humanisée. Donc elle n'a jamais été, ou du moins depuis 13 siècles, une forêt vierge. Mais si on me permet une expression forte, l'Amazonie n'est pas vierge. Ça ne nous donne pas le droit de la violer, disons. Non ? C'est-à-dire, on peut parfaitement imaginer que ne pas être vierge ne donne droit à personne de la violer. C'est exactement le cas de l'Amazonie qui est en train d'être violée par des techniques écocidaires qui, en fait, loin de suivre les méthodes qui ont été prouvées, dont l'efficacité a été prouvée pendant des siècles d'occupation humaine, utilisent des méthodes qui, en fait, ont été développées pour d'autres écosystèmes avec d'autres intérêts, et qui, effectivement, sont en train de détruire une partie importante, plus de 20% maintenant de la forêt amazonienne, qui est la plus grande forêt tropicale au monde, ont déjà été déboisées, dévastées. Et si on dépasse ce chiffre de 20%, apparemment, ce qu'on dit, les scientifiques qui connaissent le système disent que si on passe de 20% de dévastation, ça veut dire que la forêt ne peut plus se régénérer. Donc, on est en fait en péril de perdre une portion importante de la forêt parce qu'elle ne va pas plus se régénérer. Et la sécheresse se répète en Amazonie à cause du changement de la catastrophe globale. Et donc, on perd le plus grand réservoir d'eau douce au monde. C'est 20% de l'eau douce de la planète est en Amazonie. Hein? Et donc, une bonne partie appartient à la France, puisque la France, je répète, possède une bonne partie de l'Amazonie. Et en fait, on écoute ça et on entend ça et on a peur. et justement, en lisant votre livre, vous consacrez, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié du livre que vous avez coécrit, une place importante à la question esthétique, mais esthétique au sens large, des connaissances sensibles, des affects, des perceptions. Par exemple, dans un passage, vous discutez l'idée d'un monde sans nous, ou un passage où vous discutez notamment la question du réalisme spéculatif.
vous arrêtez sur l'intensité affective représentée dans la scène finale du film Mélancolia de Lars von Trier, lorsqu'une autre planète s'apprête à entrer en collision avec la nôtre. Vous citez aussi des romans, des poètes aussi, mais cette image qui fait peur, il me semblait très importante aussi, notamment parce que je me permets aussi de faire un petit point, mais dans le titre du livre, le sous-titre est en espagnol « Ensayo sobre los miedos y los fines ». Désolé, je l'ai lu en espagnol, mais le mot « peur », moyen, en fait, l'idée c'est, la phrase est moyen et fin, mais en fait, ils ont changé le mot, ils ont mis peur. Donc, un essai sur les peurs et les fins. Et ces jeux de mots, à mon avis, c'est aussi intéressant. Ça parle peut-être un peu sur ce que vous pensez de cette valeur de s'affect. Donc, je vous laisse parler un peu là-dessus. Oui. En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur la peur, et comme sur l'affect opposé à la peur qui est l'espoir. Et ceci parce que j'ai eu pas mal de discussions, surtout avec des étudiants et des collègues, etc., sur est-ce qu'on doit avoir peur, est-ce qu'on peut faire peur, et aussi, bien sûr, parce que les Indiens, eux, ont peur de la fin du monde, de la chute du ciel, disons. Et nous, apparemment, nous avons gagné, nous avons réussi, nous, les modernes, les humains, après la modernité, ils croient, ou ils pensent, ils disent qu'ils ont réussi à avoir de moins en moins peur, parce qu'ils ils deviennent indépendants, justement, de leur corps, de la nature, du monde, enfin. Alors, comme je me confrontais toujours à des gens qui disaient « Est-ce qu'il faut avoir peur? Nous avons peur, vous avez peur ?» ou est-ce que la peur, c'est un affect fasciste? Parce qu'aussi, il y a ce côté de la peur qui est la peur que l'État, apparemment, ou vraiment, veut faire que les gens en soient affectés. Et aussi parce que j'ai lu beaucoup un philosophe qui avait une grande peur, qui est Günther Anders. Sa grande peur était la peur de la fin du monde, la fin soudaine et globale, la fin de l'être, qui était la peur d'une guerre nucléaire totale. Ce que, d'ailleurs, n'est pas exactement loin de nous. Oui. Mais il pensait que la peur était un moyen, ce n'était pas le seul. Hans Jonas, qui était son collègue, a pensé à peu près la même chose. La peur était un moyen de toucher les gens, d'affecter les gens. Il a toute une justification, une argumentation sur ça, pour qu'ils ne soient pas indifférents à ce que pouvait arriver à n'importe quel moment. Et nous sommes dans une situation très différente de la menace nucléaire, mais en même temps très, très proche, qui est la fin du monde, peut-être pas la perte du monde plutôt, ou la perte des mondes, perte de quelques mondes dans la Terre, disons. Oui, et en fait, la question, vous l'avez déjà mentionné, mais cette idée de voir la peur comme un moyen pour faire face à la fin, c'est intéressant parce que justement, vous dans votre film, vous évoquez ce concept de la peur amoureuse. Est-ce que vous voulez peut-être dire deux mots, parce que je trouve que c'est quand même intéressant cette modulation des affects. C'est une expression de, justement, Günther Anders, qui écrit des phrases très frappantes
qui font peur d'ailleurs, pas mal de fois. Il dit qu'il faut avoir peur, mais que cette peur n'est pas la peur qui nous amène dans les abris, mais la peur collective, la peur pour les autres. Ça ne veut pas exactement dire qu'il faut penser aux autres, disons, mais c'est une peur justement amoureuse. J'ai trouvé que l'expression est parfaite. Non, ce qui est important, c'est de penser que la peur peut être. Il n'y a pas qu'un genre de peur, comme il n'y a pas qu'un genre d'espoir, mais que la peur peut être un affect collectif. Et c'est ce qui est très important. Et par rapport à cette question de la collectivité, vous, à la fin de votre livre, comme ça, je m'apprête aussi à clôturer notre conversation. Vous terminez votre livre par une réflexion sur la cosmopolitique et sur la nécessité d'imaginer un nouveau peuple. Donc cette idée de collectivité est déjà dedans. Un peuple qui manque, vous dites. Vous citez un entretien de Gilles Deleuze mené par Tony Negri, dans lequel Deleuze constate que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de croire au monde, un monde dont nous avons été dépossédés, et que pour cela, il nous faut du peuple et de la création. Mais cette nécessité d'altérité semble sortir à notre obsession sur l'exceptionnalisme humain, comme par exemple, moi je pense à David Kopenawa qui justement dit que malheureusement que les Blancs dorment, mais ils rêvent qu'à eux. En fait, nous rêvons que à nous. On est concentré sur nous-mêmes. Alors, quel peuple imagine-t-on dans l'Amazonie aujourd'hui? Est-ce que là, on peut trouver peut-être des formes de collectivité qui nous apprennent quelque chose? Je vous laisse réagir. Oui, bon. Oui, ce peuple qui manque, d'abord, ce peuple, je pense qu'il peut toujours être décliné au pluriel. Le peuple, c'est toujours les peuples au pluriel. Ce sont les peuples qui manquent. C'est une conception non... Enfin, je pense qu'il y a des mots qui ont été, comment dire, salis par le fascisme. Ce sont le mot terre, le mot peuple et le mot mythe, entre autres. Non? Et donc, il faut savoir récupérer ces mots. Il faut savoir gagner ce mot, prendre ce mot à nouveau, parce que terre, peuple, ce sont des mots, et mythe aussi, d'ailleurs, ce sont des mots qu'il faut quand même revitaliser, puisqu'ils ont été salis, ils ont été détruits par le nazisme, le fascisme. Et plus que jamais, il faut quand même une terre qui manque, un peuple qui manque. Non? Et j'étais en train de lire ici, le pire n'est jamais certain. C'est ça, c'est que le pire, c'est ça, justement. Parce que s'il était certain, on aurait fait quelque chose. Hein? Ouais. Et puisqu'il n'est pas certain, alors il dit, bon, peut-être que le pire n'est pas certain, peut-être que quelqu'un va... Nous allons s'en sortir, puisque, finalement, il n'est pas certain. Hein? Ça, c'est le pire. C'est la définition de pire qu'elle n'est jamais certain. Ouais. Tu vois? Ouais. Et donc... voilà, c'est ça quoique de la beauté encore, oui, bien sûr. Même parmi les pires, il doit avoir de la beauté. Et donc, peut-être que c'est la beauté qui manque et qu'il faut la reconquérir avec un peuple et avec une terre qui soit, finalement, non pas, délivrée de nous, mais au contraire, que nous sachions pouvoir avoir avec la terre le même rapport que les peuples indigènes ont eu avec l'Amazonie. C'est-à-dire un rapport où nous sommes façonnés par la terre et nous façonnons la terre d'une façon qui ne soit pas à notre image, mais que c'est nous qui nous façonnons à l'image de la terre. Et c'est ça que Copenhague voulait dire, je pense, quand il disait que nous ne sommes au centre du monde, nous sommes l'espèce exceptionnelle, nous ne jouons pas aucun privilège sur les autres espèces vivantes. Et c'est ça qu'à mon avis, c'est ça que finalement c'est la contradiction qu'il faut, le paradoxe plutôt,
qu'il faut essayer de faire face, quoi. C'est le plus grand intérêt, l'intérêt le plus vital de l'espèce humaine, c'est de ne pas avoir une position anthropocentrique. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, ce qui est le plus vital pour nous, c'est de ne pas se mettre au centre des choses. Donc, c'est une façon de dire, bon voilà, ce qui est central pour nous, c'est de ne pas être au centre. Et c'est, à mon avis, c'est ça la question que nous avons devant nous. Et qui peut-être, cette paradoxe est un peu présente dans la manière comment vous présentez cette idée d'anthropomorphisme aussi, parce que vous dites, oui, on peut être peut-être anthropomorphiste, mais pas anthropocentriste. Et exactement. Je pense que c'est... Oui, on confond toujours ces deux mots. Non, anthropocentrique, ça veut dire se prendre l'espèce comme étant au centre du cosmos. Et anthropomorphisme, ça veut dire de penser le monde comme fait de la même substance que nous, quoi. Et alors, il y a une différence énorme, parce que notre, disons, philosophie populaire, moderne, c'est que nous sommes anthropocentriques. Nous pensons que nous sommes exceptionnels. Mais nous ne sommes pas anthropomorphes. Au contraire, l'anthropomorphisme est considéré un péché qu'on ne peut jamais être projeté sur les autres, des émotions, des affects humains. Ça, c'est une erreur. Par contre, on peut dire que les cosmovisions indigènes sont plutôt anthropomorphistes, anthropomorphes, au sens que tous les êtres sont en principe potentiellement considérés comme étant des centres d'intentionnalité, comme des sujets, comme nous. Alors, si tout est humain, en ce sens-là, nous n'avons nous ne sommes pas spéciaux, nous. C'est-à-dire, l'humain, si tout est, d'une certaine façon, partage de propriétés qui sont aussi des propriétés humaines, comme l'intelligence, l'intention, les émotions, etc. Et c'est un peu ce que pensent les peuples indigènes, c'est-à-dire que l'humanité, c'est la chose la plus répandue au monde. C'est-à-dire, c'est ça très important. Nous avons l'idée que le fond commun entre l'humanité et l'animalité, c'est de l'animalité. Nous sommes des animaux, mais les animaux ne sont pas des humains. Non? Par contre, la majorité des mythologies indigènes pensent exactement le contraire. Elles affirment exactement le contraire. Au début, tout était humain. Et les animaux, les autres espèces, sont des humains transformés. Donc, le fond commun entre les humains et les animaux, c'est l'humain. Ça change tout. C'est-à-dire que, comme le fond commun est humain, ça reste humain. Même les animaux d'aujourd'hui ont un fond humain. Comme nous avons un fond animal. Nous pensons qu'au fond, nous sommes des animaux. Et les gens disent peut-être qu'au fond, les animaux sont des humains. Non? Leur inconscient, nous pensons que notre inconscient est animal, nos pulsions et tout ça. Peut-être que pour eux, l'inconscient des animaux, c'est l'humanité. Ouais. Ils sont humains au fond. Vous voulez réagir oui? Je voudrais juste finir avec une note pessimiste, si vous me permettez. C'est que, bon, on dit souvent que les Indiens on pense que les Indiens vont ou bien nous sauver ou bien être un exemple pour nous, comme mode de vie qui est une possibilité pour nous. Mais il ne faut pas oublier que nous, les humains, ces autres humains, qui sont une minorité parmi les êtres vivants, sommes en train de détruire le monde. Pour les Indiens aussi. Alors, c'est pas que nous, que pour nous, que le monde est en train de devenir un lieu, un environnement très, très difficile. Alors, c'était une chose d'être un Indien et avoir perdu son monde au XVe siècle, XVIe siècle, et d'être un Indien un Indien dans le sens élargi, et de perdre son monde, qui est le monde de tous maintenant, aujourd'hui. Vous me pardonnez, c'est une note pessimiste. Merci beaucoup, merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de notre conversation, mais je ne voulais pas finir sans remercier chaleureusement encore une fois le philosophe Deborah Danofsky et l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro pour cette richesse, cette conversation très riche. Merci encore à vous deux et très bonne journée.
Eh bien, merci beaucoup, Jorge. Je vais demander à tout le monde d'applaudir très fort Jorge, Déborah et Eduardo. Et doublement l'applaudir parce que c'était sa première derrière le micro de Radio Anthropocène. Et aussi, ok, bah,